Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cette communication ministérielle qui sera consacrée aux réserves de sécurité civile. Le préfet Laurent Prévost, directeur de la Direction générale de la sécurité civile, l'a affirmé il y a peu de temps. Toute crise qui dure fait irrémédiablement appel à des bénévoles. De fait, les réserves de sécurité civile vont constituer un enjeu important. C'est pourquoi la DGSCGC souhaite créer une réserve d'experts nationaux de la sécurité civile qui viendra fédérer et compléter le dispositif des réserves communales de sécurité civile en 2017. L'objectif est de créer un réseau d'environ 2000 réservistes experts qui seront recrutés d'ici 2020. Ces experts de la gestion de crise seront de jeunes retraités issus de la fonction publique ou du secteur privé et qui pourront ainsi continuer à mettre leurs compétences au service de l'État en temps de crise. Des organisations, des entreprises et des associations liées à la sécurité civile pourront également contracter un partenariat afin de mettre à disposition leurs cadres spécialistes comme réservistes. Le colonel Frédéric Monard, chef de la mission des réserves de sécurité civile de la DGSCGC, va nous expliquer les modalités de cette montée en puissance de la mission des réserves de sécurité civile. Mon colonel, je vous laisse la parole. Merci Monsieur Bellon de cette introduction. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis le colonel Monard de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise. C'est un peu long, mais on y trouve tout. Et donc, je vais m'attacher à vous présenter le mandat que le préfet Prévost m'a donné l'été dernier, à savoir de la mission de préfiguration de cette réserve nationale de sécurité civile. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de sécurité civile, on n'entend que les réserves communales, c'est-à-dire la loi de 2004, avec la création de ces réserves communales qui ont été codifiées dans le Code de la sécurité intérieure par la suite et qui sont dans la main des maires et qui sont en fait, je dirais, la main-d'œuvre d'appui des acteurs du secours en cas de crise majeure. Alors il se trouve que ce dispositif des réserves communales, aussi pertinent soit-il, a certaines difficultés, je dirais, à monter en puissance et à se généraliser. À titre d'exemple, on doit avoir actuellement 5 à 7% des communes éligibles au plan communaux de sauvegarde qui sont dotées de réserves communales. Vous voyez que, je dirais, c'est un vrai souci actuellement pour le ministère de l'Intérieur et la Direction générale de la sécurité civile, parce que, en temps de crise, le premier échelon de réponse, je dirais, et de mise en œuvre, c'est la commune. Or, si les acteurs du secours, que ce soit les sapeurs-pompiers, que ce soit les associations de sécurité civile, répondent présents, je dirais, dans le traitement de la crise à proprement parler, tout l'appui et tout le soutien, je dirais, de ces acteurs du secours derrière, en revanche, est beaucoup plus problématique, notamment au niveau communal. Je prends pour exemple tout ce qui est structure d'accueil, lorsque des unités arrivent en renfort. Je prends pour exemple les centres communaux de crise, qu'il faut armer, et généralement qu'il faut armer dans la durée. Et là, on a un vrai trou dans la raquette, comme dirait Federer. On a un vrai trou dans la raquette parce que, justement, ce sont des choses qui ne sont pas prévues et qui, pour l'instant, font appel au bénévolat, je dirais, et puis au bon vouloir des citoyens. Alors les citoyens, en temps de crise, la plupart du temps, ils se focalisent sur leurs propres problèmes. Donc ils essayent de gérer leur cave inondée, ils essayent de gérer, je dirais, les fumées ou alors l'incendie qui menace le jardin. Donc le citoyen, lui, il est déjà consommé. Or, le maire, l'échelon, je dirais, le premier directeur des opérations de secours, le maire, lui a besoin d'une structure qui puisse l'aider à soutenir tous les acteurs du secours et tous les gens qui vont être impliqués dans la gestion de crise. Donc c'est la difficulté de ce dispositif communal. Et je dirais,
On sent un décollage ces dernières années, puisque un certain nombre de communes commencent vraiment à prendre en compte ce besoin et donc à armer des réserves communales. Mais globalement, quand vous comptez le nombre de plans communaux de sauvegarde et de communes éligibles, alors que les plans communaux de sauvegarde prévoient l'emploi d'une réserve communale, et le nombre de réserves communales effectives, on sent vraiment, je dirais, un manque et un trou capacitaire dans ce niveau local. Alors, partant de ce constat, on s'est dit aussi, voilà, certaines communes sont dotées de réserves communales, d'autres non. En cas de crise, si la crise se généralise à un département, voire à une région, comment fait-on pour structurer et pour coordonner l'action de ces réserves communales? Parce que chaque commune va avoir une action très locale, mais si une commune est plus touchée qu'une autre, ou si le département voisin est touché, comment fait-on pour organiser cet appui entre communes? Là aussi, c'est une problématique qui aujourd'hui n'est pas résolue et qui devra être traitée au niveau des préfets de département, voire au niveau des préfets délégués de défense et de sécurité. À partir de là, on monte d'un cran et on se dit, voilà, lorsqu'il y a une crise, elle reste rarement à l'échelon de la commune, elle se généralise, surtout à l'heure actuelle où on commence à avoir des crises multisectorielles, je dirais avec des impacts majeurs sur l'environnement. Elles vont se généraliser au département, voire à la zone, voire à l'échelon national, puisque, je dirais, une fusillade ou je dirais un attentat avec nombreuses victimes à Nice peut avoir un impact sur toute la région sud-est, notamment un impact interministériel. Vous avez vu récemment avec les attentats de Nice, tout l'impact que ça pouvait avoir. Donc au niveau du département, on s'est dit, là aussi, il nous faut armer des centres de crise, les centres opérationnels départementaux. Au niveau de la zone, il nous faut armer les causes. Alors certes, il y a des personnels, je dirais, des fonctionnaires d'État, des services déconcentrés de l'État, qui arment ces centres opérationnels et qui assurent la coordination des secours dans la durée. Mais tout dépend quelle durée. Parce que prenez une inondation, ça ne dure pas 3 jours, ça ne dure pas une semaine non plus. C'est plus à l'échelle du mois, voire du trimestre. Et pendant les 3 phases de la crise, la prévention, le traitement, après on parlait de l'impact de la crise, et aussi le retour à la normale. Donc là, ces centres opérationnels, ils doivent être armés dans la durée. On ne peut pas demander à des fonctionnaires ou des gens qui arment ces centres opérationnels d'être là pendant 3 mois, week-end compris, jour et nuit. Donc là aussi, il y a une vraie place pour l'engagement citoyen et pour une forme de réserve. Donc j'en viens donc à ma réserve nationale de sécurité civile. C'est merveilleux. Alors, je vous ai rappelé un peu le contexte qui a fait un peu déclencher ça, au-delà du Code de sécurité intérieure et puis de la loi de modernisation de la sécurité civile. Eh bien, ça a été la vague d'attentats que vous avez tous connus, Charlie, Hypercacher, le Bataclan, la promenade des Anglais. Là, on a une vraie prise de conscience à la fois des autorités, mais aussi de la population, qui s'est dit, mais moi, avec mes connaissances, avec mes savoir-faire, je peux être utile. Je prends par exemple les cellules d'indemnisation des victimes, par exemple. Eh bien, un assureur, par exemple, a tout à fait sa place, je dirais, pour armer une cellule dédiée à l'activation de contrats d'assurance. Donc chaque citoyen, avec ses connaissances, avec son expérience, peut contribuer à aider à la gestion de crise. Et ça a été une prise de conscience qui a valu un rapport qui a été réalisé par messieurs Sauvé et Onesta. Onesta étant l'entraîneur de l'équipe de France de handball, l'ancien entraîneur. Et dans ce rapport, eh bien, ils ont mis en exergue, je dirais, la nécessité de cet engagement citoyen. Le citoyen, pas uniquement, je dirais, victime, mais surtout acteur. Regardez, pendant les vagues d'attentats, il y a certaines actions individuelles de citoyens qui ont permis de sauver des vies. Ne serait-ce qu'un citoyen qui guide un vecteur de secours, il peut sauver un nombre de vies certain. Suivant ce rapport,
fut créé le Haut Commissariat à l'engagement citoyen. Alors, on a placé le préfet Yannick Blanc à la tête de ce Haut Commissariat à l'engagement citoyen pour fédérer, je dirais, toutes les initiatives citoyennes. Initiatives citoyennes dans le cadre d'un bénévolat. Alors, vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire, puisque dans la cartographie que j'ai réalisée de cet engagement au sens large, vous allez voir qu'il y a quand même très peu de place qui est, je dirais, réservée à cette niche-là. Donc actuellement, nous avons eu récemment le vote de la loi égalité-citoyenneté qui met en exergue toutes les formes, je dirais, d'engagement citoyen, notamment l'engagement dans les réserves communales de sécurité civile et l'engagement dans des réserves thématiques qui, je dirais, vont concerner le sujet de mon exposé aujourd'hui, c'est-à-dire cette réserve d'experts nationaux de sécurité civile. En plus de ça, je vous ai rajouté le décret de création de la garde nationale, qui, elle, vise un autre, je dirais, un autre domaine, qui est celui de la sécurité au sens propre, c'est-à-dire garde nationale, police, gendarmerie, liée directement à la sécurité lors des attentats. Alors, je vous parlais de cartographie tout à l'heure. Voilà la cartographie de l'engagement citoyen. Alors vous avez vu qu'il y a deux formes d'engagement. Il y a une forme d'engagement bénévole et une forme d'engagement rémunéré. Commençons, si vous le voulez bien, par la forme d'engagement rémunéré. On y trouve quoi? On y trouve deux domaines, sécurité-défense, aide protection civile, aide humanitaire. Je rajouterai un troisième, c'est la partie sanitaire, mais qui est souvent assimilable à celui de la protection civile et de l'aide humanitaire, puisque la réserve sanitaire intervient souvent dans ces contextes-là. Donc on y trouve beaucoup de monde. On y trouve les services civiques, on y trouve, pour la partie protection civile et aide humanitaire, on y trouve les sapeurs-pompiers volontaires qui sont rémunérés. On y trouve des initiatives européennes, notamment le corps de solidarité européenne, où là, on trouve des apprentis et stagiaires qui, au titre d'une mission qui est donnée par une direction générale d'une agence européenne, sont rémunérés dans le cadre d'une action de solidarité. Pour la partie sécurité et défense, je vous ai parlé de la garde nationale tout à l'heure. Il y a aussi la réserve opérationnelle militaire. Vous voyez donc que déjà ce paysage est bien garni. Et puis la partie bénévolat pur, alors bénévolat pur, je dirais bénévolat défrayé, j'insiste, parce que c'est quand même difficile de trouver quelqu'un qui s'engage, je dirais, librement et volontairement s'il en est de sa poche. Donc l'idée, c'est le citoyen, certes, s'implique, s'engage, mais au demeurant, ça ne lui coûte rien. Ça ne lui rapporte rien, mais ça ne lui coûte rien. C'est vraiment le sens du bénévolat. Donc là aussi, en protection civile, on retrouve le dispositif de volontaires de l'Union européenne, où là aussi, les frais de mission sont payés, au sens, les frais de déplacement, la nourriture, tout ça, c'est l'individu est défrayé. En revanche, ça ne lui rapporte rien, mais il mène une action citoyenne d'engagement au titre de l'Union européenne. Il y a aussi tous nos amis des associations de sécurité civile, j'en reconnais des visages parmi l'assistance. Les associations de sécurité civile font du bénévolat pur et dur. La réserve de sécurité civile, qui est le sujet de notre exposé, où on retrouve les réserves communales et on va retrouver la réserve d'experts nationaux que je vais aborder tout à l'heure. Puis enfin, pour la sécurité et défense, le dispositif cadet de la République, et puis la réserve citoyenne militaire, qui est plus une réserve, je dirais, qui est liée à un réseau de connaissances et un réseau de dialogue entre le monde civil et le monde militaire. Voilà. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Ça, c'était le mandat que m'avait donné le préfet. Donc, établir un schéma directeur, c'est fait, horizon 2020. On s'est fixé une cible de 2000 experts. Il faut des textes derrière. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a seulement un texte qui définit les réserves communales. La réserve d'experts nationaux n'est pas définie. Une réserve d'État n'est pas définie. Et puis, tout ce qui va avec, les implications en termes de ressources humaines, recruter les réservistes, après leur donner un parcours, et puis surtout la partie logistique et puis budgétaire qui n'est pas des moindres. Alors comment organiser tout ça?
eh bien, pour organiser tout ça, on a créé un échelon central, la Direction générale de la sécurité civile, qui est une mission des réserves de la sécurité civile, dont je suis le chef et le seul membre pour l'instant. Mais ça va évoluer. Et puis, deux composantes. La composante dont je vous ai déjà parlé, les réserves communales, qui est pour moi, qui fait de l'assistance à maîtrise d'œuvre, qui contribue, je dirais, aux missions de soutien aux populations, travaux préventifs, sensibilisation aux risques, alerte. Et puis, la chose à créer, c'est-à-dire cette réserve nationale d'experts, au niveau national, qui va faire de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Là, on parle en termes techniques, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, qui fournit de l'expertise métier, du conseil et de la coordination. Le cadre opérationnel, vous le connaissez tous, c'est la prévention, soutien aux populations, rétablissement de l'activité en temps de crise, aide à la gestion et à la planification de crise. Et le cadre et la couverture juridique, c'est le cadre de la réserve. Mais le cadre de la réserve, aujourd'hui, c'est quoi? C'est purement et simplement que le collaborateur occasionnel du service public qui sera défrayé de ces je dirais, dépenses de bouche et d'hébergement et de déplacement, mais qui ne sera pas rémunéré au sens où il n'aura pas un salaire lié à la prestation qu'il va exercer. Purement bénévolat. Alors, quel type de réserve? Alors, ce n'est pas une réserve au sens réserve opérationnelle, réserve des armées, où les gens sont en permanence, je dirais, sur le pied de guerre. C'est une réserve qui s'active uniquement en temps de crise et qui est activée par l'autorité préfectorale au niveau de la Direction générale de la sécurité civile. Crise majeure sur le territoire ou crise majeure au niveau d'une zone ou d'un département, le préfet de zone demande l'activation de la réserve, il demande de pouvoir appeler des réservistes, l'autorité de permanence au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises lui valide sa demande, les experts sont convoqués et les experts rentrent en action. Comme je l'ai dit, elle n'a pas vocation à être un appui quotidien, mais uniquement lors des phases, des crises d'ampleur où il va falloir monopoliser du monde. Alors le constat qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a certaines expertises dont on manque. Pourquoi? Parce que d'une part, je dirais, les gens dont c'est le métier traditionnel sont consommés par la crise en tant que telle, donc ne sont pas disponibles. Et du coup, on se retrouve et il n'y a pas de deuxième échelon. On cherche la deuxième lame. La première, je vous le rappelle, lève le poil avant de le couper, et la deuxième coupe le poil. Et la deuxième qui est là, je dirais, en appui, n'existe pas au jour d'aujourd'hui. Donc, il faut la créer. Maintenant, dans les solutions pour la créer, on peut penser à, je dirais, une réserve purement individuelle, où chaque individu se dit, voilà, moi, je suis réserviste, je veux bien être réserviste, j'ai des compétences en gestion de crise, et j'aimerais bien être réserviste à la sécurité civile. Ça, c'est extrêmement compliqué à monter. Pourquoi? Parce que déjà, il faut, je dirais, un point d'entrée national pour l'ensemble des candidats qui vont se présenter. Et en plus, il faut sélectionner les candidats. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, si l'individu dit « moi, je suis un expert de gestion de crise » ou « moi, de par mon métier, j'ai été amené à régler un certain nombre de problématiques de crise », il faut qu'au moins sur son CV, on ait la preuve et qu'on puisse regarder un peu plus en dedans et savoir s'il a vraiment les qualités requises. En revanche, là où c'est intéressant, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a certains organismes, des établissements publics, des associations, des entreprises, des universités, qui, eux, ont des experts et des gens qui ont traité de la gestion de crise. Alors, je ne vais pas faire de publicité, on prend le Haut Comité français, par exemple, parce que le délégué général est là. Vous voyez, je marque des points. On prend, par exemple, une entreprise comme le CEA, avec des associations de retraités, notamment, qui comptent de nombreux cadres qui ont été patrons de centrales nucléaires ou qui ont géré des catastrophes majeures au niveau radio. Tous ces gens-là, qui sont des jeunes retraités et qui cherchent une activité, on leur donne la possibilité, lorsqu'une crise majeure se déclenche, d'apporter un peu leur soutien aux autorités et d'apporter leur expertise. Et ça, c'est important. Je prends par exemple une catastrophe, la catastrophe de Tchernobyl. Je suis persuadé que si on avait manqué, à un moment donné, d'experts, ou alors si les soviétiques avaient demandé beaucoup plus de renforts
pour traiter ces problématiques-là, on aurait sûrement eu beaucoup de volontaires parmi ces gens-là qui auraient été prêts à être projetés pour apporter leur expertise au niveau du traitement de crise au gouvernement russe. Voilà le constat. Alors, le support juridique, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a le Code de sécurité intérieure qui parle des réserves communales. Il y a le projet de loi égalité citoyenneté qui est devenu maintenant loi, puisque ça a été voté récemment, notamment les articles du titre premier, les articles 1 à 8, qui, eux, disent, voilà, on va créer des réserves thématiques sur une thématique particulière, la sécurité civile. Et puis, ce qui va sortir cette année, j'espère, c'est un décret simple de création de ces experts nationaux de sécurité civile. Alors, le champ d'action de la réserve, je l'ai abordé tout à l'heure. On trouve tous les types de crises à travers les 3 phases de la crise, la prévention, l'atténuation de l'impact et le retour à la normale. Alors, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure. Ça, c'est les missions de l'échelon local, les réserves communales. Je ne reviendrai pas dessus. Maintenant, quelle est la mission de cette réserve d'experts nationaux? Vous voyez que dans les 3 domaines que j'ai cités, c'est-à-dire la prévention, l'atténuation de l'impact et puis le retour à la normale, on liste beaucoup de conseils, d'expertise, d'appui au centre de crise, de manière à ce que lorsqu'il manque dans un département ou dans une zone de défense, il manque une expertise pointue particulière, on puisse se retourner vers le réserviste, je dirais, qui détient cette expertise et qu'il puisse venir rapidement apporter son conseil au préfet. Voilà le but, ou alors aux directeurs des opérations de secours, je dirais au sens large du terme. On voit aussi, je dirais, l'armement de cellules d'expertise. Je prends par exemple un journaliste, M. Bellon par exemple. M. Bellon a des compétences en matière de communication de crise. À un moment donné, dans une préfecture de département, on a besoin d'un communicant. On peut très bien faire appel à M. Bellon, un réserviste journaliste, réserviste en communication, qui vient apporter son expertise et sa connaissance du monde des médias. Voilà le type d'exemple pour illustrer mon propos. Et puis, il y a le dernier volet qui est l'expertise européenne, puisque le réserviste peut aussi, je dirais, s'il y a un besoin donné, je pense notamment sur les ingénieurs structures, par exemple, dans le bâtiment, des gens qui sont spécialisés de tout ce qui est ouvrage d'art. Récemment, on a des missions qui sont tombées sur un exemple que je prends souvent, c'est le barrage de Mossoul. Voilà. Mener une expertise sur la fiabilité, la solidité du barrage de Mossoul et le risque, je dirais, de rupture de barrage et d'immersion de tout un secteur, je dirais, habité. C'est clairement des missions où on pourra recourir à un réserviste si on n'a pas la ressource, je dirais, en expertise parmi à la fois les sapeurs-pompiers volontaires, les gens dont c'est, entre guillemets, le métier. Mais sur des domaines bien précis, on pourra faire appel à ces gens-là. Alors voilà, j'ai listé, c'est un peu la liste à la Prévert, hein. J'ai listé toutes les professions qui pourraient nous intéresser. Alors, ça va du météorologue à l'expert sur le risque avalanche, des ingénieurs des mines. Vous voyez que c'est des expertises très pointues, mais sur la partie droite de l'écran, vous avez des gens qui sont sur des expertises beaucoup plus généralistes, qui sont capables d'armer des cellules de crise. La cellule com, la cellule transmission, la cellule logistique. Vous voyez, tous ces gens-là qui ont déjà pratiqué et dont c'est le métier ou c'était le métier dans leur vie de tous les jours, eh bien, pourront avoir, en cas de crise, une utilité dans le système global de gestion de crise. Et on pourra faire appel à eux. Alors, vous allez me dire, bon, les objectifs, le format, bon, ça c'est plus, je dirais, pour les technocrates, mais globalement, la mission, elle sera organisée autour d'une cellule gestion avec l'administration comptabilité,
la gestion ressources humaines, une cellule plus activité opération, de manière à pouvoir déclencher les réservistes. Alors, le réserviste. Le réserviste, alors bien sûr, comme c'est un réserviste citoyen, on ne peut pas lui mettre des grades comme chez les pompiers ou chez les policiers. En revanche, il faut lui mettre, je dirais, un signe distinctif qui permet de voir quel type d'expert il est. Donc il y aura 2 types d'experts. Vous avez vu l'originalité du figuratif, X comme expert, pas comme X-Man. Donc 2 types d'experts, les bac plus 3, qui seront des experts juniors s'ils ont moins de 2 ans de réserve, seniors s'ils ont plus de 2 ans de réserve, et les super à bac plus 3, avec, on va jusqu'au diplôme d'ingénieur, diplôme d'école de commerce, master, tout ce que vous voulez, où là, on parle d'experts de haut niveau, sur des missions beaucoup plus conseil, et pareil, des grades qui sont échelonnés en fonction de l'expertise et de l'ancienneté. Bien sûr, chacun détiendra sa carte de réserviste, de manière à ce qu'il soit identifié pour des raisons de sécurité, pour pouvoir rentrer dans certaines structures, c'est toujours utile. Et d'autre part, il sera associé, je dirais, au travail des organismes de gestion de crise, les COD, les COS, lorsque ceux-là se prépareront pour des exercices, eh bien, on fera appel à ces gens-là pour les insérer dans les cellules de crise, pour les mettre à contribution, sachant que s'ils ne sont pas préparés, je dirais, durant l'année, le jour où la crise se déclenchera, ça sera difficile de faire appel à eux s'ils n'ont pas validé au moins un exercice annuel dans le cadre d'un COD ou d'un COS. Ça me paraît logique. De surcroît, moi je suis persuadé qu'on travaille bien qu'avec des gens qu'on connaît. D'accord ? Donc le fait d'être, je dirais, bien intégré, bien connaître son environnement, dans sa région, dans son département, connaître les individus avec lesquels on travaille, eh bien c'est ça qui fait l'efficacité d'un centre de crise, plutôt que de voir arriver des gens qui ne savent pas où ils sont et qui connaissent personne, qui ne dialoguent pas. Puisque un centre opérationnel fonctionne bien lorsque ça dialogue en permanence et qu'il y a un mec au milieu qui décide ce qu'on fait à la fin. Voilà. Donc les 3 niveaux, je vous les ai mis. Les sites PC au niveau du département, donc avec un certain nombre de missions, faire signer les contrats aux réservistes, répertorier et coordonner les réserves communales, ça fera aussi partie de leur mission, initier la construction du réseau des réservistes départementaux, proposer au préfet défense et de sécurité les candidatures des réservistes, bien sûr en fonction de l'analyse des risques qui a été faite dans leur département, et puis animer ce réseau de réservistes avec des exercices, du e-learning, on peut au niveau du département, une plateforme du e-learning qui explique aux réservistes comment c'est organisé, etc. De manière à ce qu'ils soient toujours impliqués et qu'ils en fassent toujours partie. Que ça reste une réserve, je dirais, active. L'EMIS, l'état-major interministériel de zone, pareil, donc lui, un rôle beaucoup plus, je dirais, zonal, qui donnera des directives de recrutement en fonction des différentes régions. Une région qui a un risque particulier sera beaucoup plus encline plutôt à recruter tel ou tel type d'experts. Voilà, de manière à ce que la couverture géographique globale du territoire national soit liée et l'expertise associée en réserviste soit liée à l'analyse de risque qui a été faite dans son département. Sur une zone volcanique, si je prends par exemple Outre-mer, au piton de la Fournaise à La Réunion, ça m'intéressera d'avoir des experts, je dirais, experts soit en ingénieur des mines, soit experts sismologues, etc., etc. Là, pareil pour au niveau état-major de zone, ces états-majors de zone seront aussi censés développer des partenariats et signer des partenariats avec des entreprises ou des associations locales qui ont une connaissance ou une appointance en gestion de crise. Je m'explique. Il y a certaines entreprises qui sont très pointues dans des domaines, notamment, on peut parler de sécurité des systèmes d'information. Et dans une cellule de crise, il s'avère de plus en plus souvent, notamment sur la crise terroriste,
que les centres opérationnels sont attaqués. On vous parle de cyberdéfense, mais ce n'est pas, un mot en l'air. Clairement, lorsqu'il y a un attentat, on s'aperçoit d'une part que les centres d'appel sont saturés, ça, bon, c'est logique, tout le monde s'y attend. En revanche, qu'il y a aussi des actions, je dirais, qui sont des actions de déstabilisation des structures de commandement, hein, et notamment d'attaque des réseaux informatiques, des centres de crise et des acteurs du secours. Donc là aussi, une expertise pointue dans un domaine peut intéresser, je dirais, les centres opérationnels et les préfets de défense et de sécurité. Voilà. De même, hein, tout type, je dirais, les entreprises de BTP peuvent apporter certaines connaissances, certaines expertises, hein, sur des crises bien ponctuelles au niveau d'une zone. Et à la mission, la mission, c'est mission située à la direction générale, mission du ministère, c'est tout ce qui est politique générale, animation, définir des politiques d'exercice et de formation des réservistes et animer au plan national le réseau. D'accord ? Faire en sorte qu'il y ait au moins une activité ou un séminaire national pour les réservistes pour leur donner, je dirais, leur actualiser leurs connaissances, hein, du domaine de la sécurité civile, quelles sont les choses nouvelles. Hein, on parle de drones aujourd'hui, voilà, ça c'est des choses qui peuvent intéresser les réservistes. Il y a plein d'entreprises, notamment les entreprises qui fabriquent du drone, qui peuvent avoir des ingénieurs qu'on peut associer à des groupes de travail sur ces sujets-là. Vous voyez que le réserviste, là, trouve toute sa pertinence. Réserviste, engagement citoyen. Voilà. Et enfin, les experts de l'Union européenne, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, lorsqu'il y a une demande spécifique qui est faite. Alors comment ça fonctionne ? Ça fonctionne au niveau national, hein. Les experts départementaux, hein, qui sont les interlocuteurs du référent réserve du centre opérationnel départemental, au moins du site PC. Au-dessus, on a un correspondant zonal qui, lui, gère l'ensemble du réservoir, qui est directement relié au centre opérationnel de gestion interministérielle des crises, qui, lui, active, hein, le réservoir d'experts. Donc, flèche verte, c'est la demande, flèche rouge, on redescend et on active. Alors ça, c'est un schéma que vous devez connaître, c'est le schéma de l'organisation de la sécurité civile en France. Et là, j'ai positionné le rôle des experts. Vous voyez qu'au niveau communal, le maire, on retrouve les réserves communales, le renforcement des centres communaux de crise, on retrouve la mise en œuvre des conventions intercommunales d'assistance mutuelle. Voilà ce qu'on retrouve au niveau des réserves communales. Au-dessus, on y retrouve nos experts départementaux qui, eux, vont coordonner l'action des experts communales. Et puis, on va avoir des petites cellules, ils vont armer des cellules au niveau du COD, du centre opérationnel départemental, pour activer certaines thématiques particulières. Au niveau du préfet de zone, même chose. Là, on remonte d'un cran, hein, sur des crises, zonales. Et puis, au COGIC, on peut très bien avoir, sur une problématique ponctuelle, une crise majeure en France ou à l'étranger, l'appel à une expertise particulière. Je prends un exemple qui est survenu il y a 15 jours de cela. Il y a 15 jours de cela, le COGIC avait une crise majeure de pénurie d'eau sur Mayotte. Voilà. Pénurie d'eau sur Mayotte, il fallait, à partir d'eau de mer, produire de l'eau potable. On a cherché, on n'avait pas cette compétence-là. Donc, dans le cadre de la réserve d'experts nationaux, j'étais en contact avec la société Veolia, pour ne pas la citer, notamment la Veolia Force, qui, elle, dispose d'une structure particulière qui est capable de résoudre ce type de problématique, fournir des osmoseurs qui permettent de transformer de l'eau salée en eau potable. Ils avaient un point de contact, notamment en Afrique du Sud, hein, qu'ils ont mis à disposition de la sécurité civile pour pouvoir résoudre la problématique de Mayotte. Vous voyez toute la pertinence du dispositif dans ce cadre-là. Et enfin, tout en haut, je vous ai mis la structure suprême, c'est-à-dire le Centre de coordination européenne de gestion de crise, qui, elle, lorsqu'il y a une demande particulière dans tous les pays, sur le territoire européen, mais aussi en dehors du territoire européen, mais là, sous l'égide de l'ONU, lorsqu'ils ont une expertise particulière à solliciter, ils arrosent tous les États membres, et les États membres répondent, oui, nous, on a le gars qui va bien, ou on a le gars qui parle serbo-croate et qui, en plus, est un spécialiste du tsunami, etc., etc. Et si on n'a pas ça
je dirais, dans le front office des opérationnels acteurs du secours, pompiers volontaires ou pompiers professionnels, eh bien, on ira chercher tout de suite le réserviste parce qu'il y aura sûrement un réserviste qui aura cette compétence-là. Voilà, donc, un petit schéma du mécanisme. Le niveau communal, on déclenche les plans communaux de sauvegarde, on active les réserves communales, le COD s'active. Le COD, non seulement il va coordonner l'action des réserves communales, mais aussi il va demander du renforcement, d'accord? Et il va demander du renforcement aux causes qu'il va faire suivre au niveau national. Le niveau national va lui valider le renforcement, donc il va pouvoir requérir des experts. Les experts réservistes, ces experts réservistes vont venir armer les COD, armer les causes, pour renforcer dès lors que la crise va s'installer dans la durée et va demander ses compétences particulières. Voilà. Bien sûr, on est dans une approche réactive. On ne va pas attendre que toutes les demandes aient abouti avant de solliciter les experts. On va solliciter les experts, puis après on régularisera. Si c'est vraiment une crise majeure, on ne va pas attendre 3 heures que les experts soient, entre guillemets, qu'on nous les valide au niveau central. Ça se fera, j'irai en boucle très courte. Voilà encore sous une autre diapo qui peut vous donner les différents paliers et les différents échelons d'expertise. Voilà globalement sur la base d'une crise locale qui peut avoir des conséquences au niveau départemental, puis zonal, puis national. On le voit de plus en plus souvent. Voilà le schéma d'activation de ces réservistes. Alors on a déjà, des projets de partenariat, parce qu'on nous a déjà bien répondu. Donc au premier rang, on trouve le Haut Comité français. Il y a le CEA, notamment l'association des retraités du CEA, qui est très intéressée. Il y a le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Il y a Bouygues Construction, qui notamment est en mesure de fournir des experts de tout ce qui est structure. Veolia, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y a le groupe Vinci aussi, Vinci Énergie. Et tout ça au sens, le MEDEF, bien sûr, en partenaire institutionnel au sens large, qui en gère toutes les entreprises et qui assure une communication, je dirais, vers les entreprises majeures du MEDEF. Voilà. Pour terminer, we want you. Si vous êtes expert, citoyen, et que vous voulez vous engager, et que vous détenez une expertise qui peut être utile à la sécurité civile, manifestez-vous auprès de vos sites PC. Dès que la circulaire, je dirais, du ministériel sera sortie, on lancera le processus, je dirais, de signature des actes d'engagement. Vous serez répertorié au niveau départemental, au niveau zonal et bien sûr au niveau central. Et on fera appel à vous en cas de crise majeure. Et puis, une fois par an, lors d'un exercice départemental, en fonction de vos disponibilités, si vous pouvez vous libérer, vous pourrez participer à cet exercice. Sachant que ce n'est pas une réserve, je dirais, c'est une réserve qui repose uniquement sur le volontariat, c'est-à-dire le réserviste est disponible, il vient, le réserviste n'est pas disponible pour tel motif, s'il ne peut pas venir, il ne vient pas. Voilà. Des questions ? Je suis prêt à vous répondre. J'ai laissé on a une demi-heure à peu près là pour les questions, si vous souhaitez. Voilà. Ah, 5 minutes, mince. Voilà. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a éventuellement 1 ou 2 questions? On a le temps pour 1 ou 2 questions. Oui. Mon colonel, bonjour. Alors, vous l'avez dit, à titre individuel, c'est un petit peu compliqué. Alors, je me demande concrètement un petit peu comment vous voyez les choses, parce que si je comprends bien, donc c'est une réserve de professionnels, soit de la gestion de crise, soit de métier.
communicant, ingénieur en je ne sais quoi. Alors effectivement, si une entreprise comme Veolia a des compétences, enfin c'est très visible, mais par exemple un communicant, il y en a dans chaque entreprise. Même des risk managers, il va être tout seul dans son entreprise. Enfin, je ne sais pas comment. Si à titre individuel, on n'est pas dans une grosse organisation qui fait déjà du secours, du centre opérationnel, etc., est-ce qu'on peut postuler et comment vous envisagez? Et est-ce que derrière, vous avez identifié des filières déjà? Enfin, je parle bien de filières et pas de métiers comme vous l'avez. Merci. Alors oui, je vous ai dit que c'était compliqué parce que, en fait, à l'heure actuelle, c'est compliqué. Parce que, comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, la mission réserve, je suis tout seul. Donc, à part m'envoyer un mail et me dire, voilà, je vais être réserviste, bon, voilà. En revanche, dans la structure qu'on va mettre en place, qui va se mettre en place courant 2017, il y aura une filière de recrutement qui passera par les sites PC, qui passera par les centres opérationnels de zone, avec des référents réserves, des correspondants réserves, qui pourront prendre les candidatures individuelles, avec un processus de sélection qui se fera au niveau zonal, comme il a été pensé. Mais là, il faut attendre que la circulaire sorte, que les choses soient mises en œuvre. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous venez me voir, mon propos était juste, si vous venez me voir à la fin de la séance et me dire, voilà, j'aimerais bien signer un acte d'engagement, bon, ok, je peux vous le faire signer, mais je ne vous garantis pas que ça puisse être mis en œuvre dès demain. Voilà. Donc, je dirais, la filière existera, le processus existera, en passant par le niveau départemental, puisque vous serez d'abord attaché à votre département avant d'être sollicité au niveau zonal, voire au niveau national. Voilà, j'ai pu répondre à votre question. Non? Plus ou moins. Bon, ça. D'autres questions ou d'interrogations? On va clôturer cette communication ministérielle. Merci, une question. Est-ce que vous allez avoir une limite d'âge ou pas? Puisque vous êtes dites jeune retraité, ça veut dire quoi concrètement? Alors, très bonne question, parce que j'ai oublié de le souligner. Oui, c'est sûr, je peux pas aller jusqu'à... Voilà. Globalement, on va prendre jusqu'à 5 ans après l'âge normal de départ à la retraite, dans la catégorie socio-professionnelle concernée. On estime que dans les 5 ans, l'individu est toujours, je dirais, apte à une mission, je dirais, de conseil, une mission un peu exigeante, parce que dans les centres de crise, vous faites du 24-24, quoi. Je veux dire, c'est quand même contraignant. On estime que dans les 5 ans, il reste dans le réseau et ça reste très efficace. Après, sur les réserves communales, je ne pense pas qu'il y ait de limite d'âge qui soit posée, parce que pour filer un coup de main, je dirais, il n'y a pas de... Mais là, sur ces métiers précis, là, sachant qu'il y a aussi de l'aptitude à la projection, puisque... on peut toujours demander à l'expert de partir à l'étranger. Voilà. 5 ans après l'âge normal. Si, comme l'âge normal de départ à la retraite n'arrête pas de progresser, je pense qu'on va taper bientôt les 70 ans. Voilà. On va clôturer cette communication. Non, je suis désolé, mais on a un point science qu'on doit enchaîner tout de suite. Donc je remercie mon collègue pour cette communication. Merci à vous tous. Et donc nous enchaînons sur un point science qui est consacré à l'élaboration des recommandations scientifiques internationales. Merci à vous.